Avant de commencer, je voudrais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis ce soir font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins. Je suis Soukaina Boutiab, présidente de l'ACFO d'Ottawa. Je vous parle aujourd'hui en mon nom, ainsi qu'en nom de toute l'équipe administrative de l'ACFO d'Ottawa. Je voudrais remercier les deux candidates du nouveau Parti démocratique et du Parti libéral qui ont accepté de se prêter à ce débat francophone. Madame Lara Evans et Madame Nathalie Desrosiers, merci d'être avec nous ce soir. Chers amis, le 7 juin prochain, vous allez faire un choix. Et votre choix est important pour la francophonie ottavienne. Une démocratie repose avant tout sur le vote des citoyens et citoyennes qui sont bien informés. En tant que francophones, nous avons un pouvoir politique qu'il ne faut pas sous-estimer. Voter, c'est remplir son devoir de citoyen. C'est un acte réfléchi dont je vous invite de garder en tête les enjeux francophones. Je vous invite à votre tour d'encourager votre entourage à remplir leur devoir de citoyen. Nous devons tous et toutes voter et rien ne doit nous arrêter de le faire. Je ne peux parler de l'importance de voter sans mentionner ma sincère gratitude aux suffragettes. Grâce à elles, aujourd'hui, je peux voter en tant que femme. Hier, d'ailleurs, marque le 100e anniversaire dont les Ontariennes ont pu voter pour la première fois aux élections provinciales de l'Ontario. Enfin, si votre choix n'est pas encore fait, j'espère que le débat de ce soir vous éclairera plus et que je vous verrai nombreux le 7 juin prochain au bureau de vote. Ce débat francophone n'aurait pas eu lieu ce soir sans la contribution de nos partenaires. Je voudrais sincèrement remercier nos partenaires, la Cité, Radio-Canada et la TV Rogers. Je vais maintenant introduire notre animateur de ce soir, qui est Philippe Marcoux, des Matins d'ici de Radio-Canada. Et moi, je vous dis merci et bon débat en français. Bonsoir. Bien content de vous retrouver ce soir. Je voulais d'abord vous remercier d'être là parce que je suis convaincu que vous aviez quelque chose de plus intéressant à faire ce soir. Sans méchanceté, par contre, je ne pense pas que vous ayez quelque chose de plus important à faire ce soir. On doit faire cet exercice-là. L'exercice démocratique, c'est pas juste une... Oui, on dit toujours aller voter, on le répète, c'est important d'exercer son droit de vote, mais l'exercice démocratique, il ne peut pas vivre sans vous. Alors, ce soir, vous faites vivre notre démocratie, c'est important. Merci. Merci aussi aux candidates d'être là. Elles vont commencer à être tannées de me voir parce qu'on a fait un autre débat hier soir, ensemble. Oui, Mme Desrosiers, d'ailleurs, qui me disait tout à l'heure, on a la même routine. Non. Je ne la veux pas, sa routine. C'est particulièrement difficile d'être candidat et c'est probablement pour ça que M. Némer n'est pas là avec nous ce soir, ce qu'on regrette, bien entendu. Mais alors, merci d'être là toutes les deux. La façon que ça va fonctionner, c'est très simple. On a identifié 7 questions que je vais poser aux candidates. Elles vont avoir, tout d'abord, 3 minutes pour se présenter. C'est 3 minutes qu'on a prévu. Je veux juste être sûr que je ne réinvente rien. Non, c'est 2 minutes pour se présenter. Ensuite, elles auront 2 minutes chacune pour répondre à chacune des 7 questions que j'ai pour elles. Et elles pourront dire un mot, 3 minutes pour terminer la soirée. Il n'y aura pas de questions du public. Ces questions-là sont des questions du public qui ont été envoyées au cours des derniers jours et parmi lesquelles on a fait une sélection. Et par la suite, on terminera la soirée un peu plus tôt que prévu puisqu'on a maintenant seulement 2 candidates qui sont présentes ce soir. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous demander évidemment de respecter le temps, mais je ne serai pas intransigeant, là. On n'est pas à 1 seconde près, mais s'il vous plaît, lorsque le temps est terminé, terminez votre réponse. Alors, on a fait un tirage tout à fait juste et respectueux pour décider qui allait commencer. Il faut bien que quelqu'un commence. Alors, c'est Nathalie Desrosiers qui a gagné le tirage et c'est elle qui va se présenter
comme candidate. Là, il y a 3 minutes au compteur. On a dit 3? 3. Alors voilà, Mme Desrosiers. 3 minutes. Pour commencer, merci beaucoup. Merci d'être ici un vendredi soir. J'apprécie beaucoup votre présence ici parce que c'est important, c'est une élection importante et je pense que moi, je suis vraiment heureuse d'avoir mes concitoyens et concitoyennes qui se déplacent pour vraiment s'informer des enjeux francophones. Je veux aussi remercier Lara d'être ici ce soir. C'est compliqué de le faire dans un contexte d'une langue seconde et j'apprécie beaucoup son courage de venir ici. C'est important que tous et toutes nous puissions bien comprendre tous les enjeux. Alors, je suis très contente d'être ici. Je veux aussi vous dire que ça fait 18 mois que j'ai le privilège de représenter Ottawa-Vanier. Et je dois vous dire combien ça a été un honneur pour moi d'avoir votre confiance et combien j'ai apprécié de pouvoir travailler sur des enjeux concrets pour Ottawa-Vanier. Lors des élections partielles en novembre 2016, j'avais promis de m'attaquer au problème de Ottawa-Ville bilingue. Alors, je suis fière de l'avoir résolu. J'ai déposé mon projet de loi privée, puis il a été passé. J'avais aussi promis de m'engager dans le dossier de la fermeture de l'école Rideau High School. Et on n'a pas réussi à la garder ouverte, mais au moins on a eu la possibilité d'en faire un carrefour communautaire qui rejoint Ottawa et le centre Rideau-Rockcliffe qui est ici représenté. Je pense que ça va aider la communauté. Alors, je suis très contente d'avoir pu m'investir dans ce dossier-là. J'ai également aussi beaucoup travaillé pour que la nouvelle scène soit en mesure de continuer son rayonnement au sein de notre communauté francophone. Mais ce soir, évidemment, on est ici pour parler de l'avenir, et je sais qu'il y a des bonnes questions qui arrivent sur les enjeux de SOS Vanier, les enjeux qui préoccupent notre communauté, et je veux continuer de travailler avec vous. C'est un peu mon engagement ce soir. Ma prochaine étape, c'est que je veux vraiment travailler davantage sur le logement, sur les soins pour les aînés, et vraiment attaquer le problème des garderies pour nos jeunes familles. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir, et puis on va avoir un bon débat. Merci. Lyra Evans. Bonsoir à tous. Mon nom est Lyra Evans et je suis votre candidate de MPD pour Ottawa-Vanier. En tant que personne qui comprend le français un peu plus, que je apprends également sur la communauté francophone diversité à Ottawa-Vanier. Je reconnais en fait la communauté franco-ontarienne pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui. C'est mon proxy, Gillian Kirkland, pour prendre ma place pour la série disponible après le débat pour répondre aux questions. Oui, donc je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Gillian Kirkland. Je suis là simplement pour interpréter les paroles de Lyra en français, puisque sa langue première est l'anglais. Et je vais me permettre de vous dire aussi que là où Lyra a grandi, malheureusement, il n'y avait pas la possibilité d'étudier en français. Elle a grandi, c'était où déjà? À Carp, et puis à son école, le français était très minime. Donc, personnellement, je la trouve très courageuse de se présenter parmi vous dans un contexte comme celle-ci, sans pouvoir communiquer directement avec vous. Mais je vais faire le mieux possible pour vous transmettre ses paroles et ses idées. Alors, on va procéder à la première question, et c'est Mme Evans qui va commencer à y répondre. Que pensez-vous du projet de construction d'un centre multifonctionnel proposé par l'Armée du Salut pour le 333 chemin Montréal? Et qu'allez-vous faire face à ce dossier? C'est une bonne question. Je suis contre le projet du 333 chemin de Montréal, car je crois que cela va causer davantage de tort qu'aider les gens sans abri dans notre communauté.
Le méga refuge de l'Armée du Salut va faire mal à la communauté sans-abri d'Ottawa en l'éloignant du secteur beaucoup plus riche en services qu'est le marché Bay. Les gens sans-abri ont besoin d'accès aux services qu'on retrouve uniquement là, incluant sans illimité la clinique de santé-sexualité, le site d'injection supervisée, les tribunaux, les agences de travail temporaire, ainsi que le transport en commun. Et surtout le light rail, enfin. Vanier ne dispose tout simplement pas des services dont ces gens ont absolument besoin à tous les jours. Si le complexe du 333 chemin Montréal n'est pas dans l'intérêt de ceux qui l'utiliseraient, alors c'est dans l'intérêt de qui? Je suis d'avis que c'est principalement dans l'intérêt des promoteurs qui veulent embourgeoiser le marché Bay et s'enrichir même s'ils déplacent une communauté marginalisée et vulnérable. Maintenant que j'ai fait part de mon avis sur les aspects négatifs du méga-refuge de l'Armée du Salut, parlons de solutions. Les refuges offrent uniquement une solution temporaire au problème de l'itinérance. Au niveau de la capacité de l'accueil, la nature temporaire et instable des refuges signifie que les gens qui y sont ne peuvent prévoir sur le long terme et sont obligés de demander où ils dormiront à la fin de la journée. Nous ne mettrons pas fin à l'itinérance avec des refuges. Afin d'aider les gens à mettre fin au cercle vicieux, il leur faut des unités de logement avec un service de soutien, un système de logement stable, accessible et humain. Et la plateforme du NPD s'engage à construire 30 000 nouvelles unités de logement avec un service de soutien au cours des 10 prochaines années. Ah, et c'est fini, désolé. Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on pourrait les laisser finir leurs réponses, qui, de toute évidence, ne seront pas beaucoup plus longues que les minutes qu'on leur a accordées. Je pense qu'on est ici pour entendre les réponses des candidats, pas pour voir s'ils sont capables de les rentrer à l'intérieur de 2 minutes. Là. De toute façon, on n'est pas serré dans le temps, mais mes amis techniciens sont contents, alors on va vous laisser finir votre réponse. Excellent, merci. Donc, le NPD s'engage à construire 30 000 nouvelles unités de logement avec un service de soutien au cours des 10 prochaines années, ainsi que 65 000 unités de logement abordables et de fournir 3 millions de dollars pour le développement de nouvelles coopératives. Nous allons également renforcer les lois de zonage et forcer le promoteur à inclure un plus grand pourcentage d'unités abordables dans toutes les nouvelles constructions. Il faut mettre fin à l'expulsion des gens de leur quartier et des services dont ils ont besoin à cause de l'embourgeoisement. Il faut également fournir aux gens des logements stables. Le méga refuge de l'Armée du Salut ne remplira pas ces objectifs. Ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque autre que les promoteurs du marché Bay qui veulent profiter de l'exode des gens sans abri loin des services sur lesquels ils comptent chaque jour. Afin de mettre fin à l'itinérance, il faut se battre contre l'embourgeoisement. Il ne faut pas prioriser les projets qui en font la promotion. Et le NPD est la partie avec l'agenda politique mieux équipée pour y parvenir. Merci. Madame Desrosiers. Oui, moi aussi, je suis opposée au projet de 333 rue Montréal parce que c'est un mauvais projet, à la mauvaise place et avec un mauvais processus. C'est un mauvais projet parce qu'il ne rencontre pas les objectifs de la stratégie ontarienne de réduction de pauvreté qui préconise une approche de logement d'abord. Alors, c'est incompatible d'avoir un projet de cette envergure lorsqu'il ne rencontre même pas la vision ontarienne du droit au logement. C'est un projet à la mauvaise place parce qu'il ne rencontre pas les désirs des citoyens et des citoyennes qui vivent près de là. C'est incompatible avec le règlement de zonage et donc ce n'est pas la bonne place pour y être. Et c'est aussi un projet qui a été fait sans un processus d'engagement citoyen. Et ça, c'est inapproprié. En 2018, on doit continuer de valoriser l'implication des citoyens et des citoyennes dans leur environnement. Donc, c'est les 3 raisons pour lesquelles je suis opposée à ce projet-là. Maintenant, parlons cependant, peut-être ma différence avec Lara, c'est que je pense que la façon dont les sans-abri sont traités dans le centre-ville, au marché Bay, la situation présente n'est pas acceptable non plus.
Ils sont exposés constamment. J'ai l'impression que ce n'est pas la solution appropriée. Alors, il faut une solution qui soit à long terme, une solution qui réponde aux besoins des sans-abri et aussi des communautés avoisinantes. Il y a certainement des bonnes initiatives qui sont prises dans d'autres villes. Toronto, par exemple, a des limites sur le nombre de lits de refuge qui peuvent être mis dans un quartier. Et donc, ils invitent les différents quartiers à partager et à impliquer et à s'intégrer l'approche et le respect pour les sans-abri. Donc, c'est une approche à voir. Mais certainement, pour ce que le gouvernement ontarien peut faire et ce que j'ai fait jusqu'à présent, évidemment, on a continué de travailler pour essayer de convaincre la Ville que sa vision était complètement incompatible à où la province s'en va et où le gouvernement fédéral s'en va. La province investit et continue d'investir dans une stratégie, premièrement, de réduction de la pauvreté, mais deuxièmement aussi dans une stratégie qui vise la prévention de l'itinérance. Cette stratégie-là, qui donne près de 37 millions de dollars par année à la Ville d'Ottawa, doit être utilisée pour créer de meilleurs logements, de meilleures options. Ça nous prend évidemment des logements avec service. Ça nous prend aussi des logements pour une diversité de besoins. Un des aspects qui me choque, moi, vraiment, c'est de voir comment des aînés se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas accès à un logement adéquat, où ils sont pris dans des situations où le logement qui leur est donné ou qui leur est fourni, pour lesquels ils ont attendu pendant des mois, voire des années, ne correspond plus à leurs besoins. Ils ont besoin de logements accessibles et puis ce n'est pas ce qui leur est offert. Je suis aussi assez découragée quand je vois des familles qui vivent dans des motels, des familles syriennes, entre autres, des familles de réfugiés qui doivent survivre dans un hôtel jusqu'à temps qu'on leur trouve un logement. On peut faire mieux et je pense que Ottawa-Vanier veut faire mieux. Il y a beaucoup de ressources dans Ottawa-Vanier. C'est peut-être une différence là aussi. Moi, je le vois, les ressources. C'est une communauté généreuse. On a des services, mais on va avoir les bons instruments pour donner à notre population ce qu'ils ont besoin. Alors moi, je suis très heureuse, puis je pense qu'on devrait travailler ensemble, peu importe l'issue de cette élection, pour vraiment trouver des solutions qui sont adéquates pour Ottawa-Vanier. Entre-temps, bien, certainement, le gouvernement libéral, et c'est une bonne solution. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour ça, pour soutenir les mouvements coop. Il y a 3 millions de dollars dans le budget actuel de 2018 pour soutenir les coops qui veulent offrir des initiatives de logement un peu différentes. Et c'était un de mes bébés, alors je suis très contente que ça fasse partie du budget. En 2012, le gouvernement a dévoilé sa stratégie ontarienne en matière d'immigration et s'est doté d'une cible de 5 % en immigration francophone. Cet objectif primordial pour la survie à long terme de notre communauté n'a toujours pas été atteint, loin de s'en faut. D'ici quelle année un gouvernement formé par votre parti politique s'engage-t-il à atteindre cette cible de 5 % et quelles actions poserez-vous pour atteindre cette cible? Madame Desrosiers. Alors, l'immigration francophone, c'est essentiel pour la survie de la francophonie et c'est aussi un atout économique extraordinaire. Alors, depuis le début, l'immigration, c'est typiquement de compétence fédérale, mais vous serez heureux de savoir qu'on a récemment conclu une entente avec le gouvernement fédéral pour augmenter les nombres d'immigrants francophones qui viennent en Ontario. Alors, ça, c'était c'était vraiment essentiel pour nous de pouvoir travailler avec le gouvernement fédéral pour qu'on n'ait pas constamment à se buter à une immigration de langue anglaise ou d'autres langues qui, évidemment, arrivent en Ontario. L'Ontario a une croissance économique extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent venir en Ontario. Alors, quand tu mesures le pourcentage, 5 %, s'il y a énormément de gens qui viennent, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre la cible de 5 %.
Parce que si on compare, par exemple, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, on a beaucoup plus d'immigrants francophones qui viennent ici, mais proportionnellement, ça ne remplit pas la cible de 5 %. Je pense qu'il ne faut pas lâcher sur cette cible-là. C'est une cible adéquate, c'est une cible qui nous permet de pousser sur le gouvernement fédéral, mais aussi de nous auto-réglementer, de nous discipliner nous-mêmes. Et voici ce que je veux dire là-dessus. Il y a évidemment beaucoup d'immigration qu'on dirait indirecte, d'immigration des gens qui arrivent au Québec, qui après ça choisissent l'Ontario. Et cette immigration est souvent ignorée. Ils n'ont pas les services adéquats parce que les services fédéraux sont donnés au Québec et ne transfèrent pas avec la personne. Alors, il faut continuer de regarder. C'est un enjeu un peu épineux, mais il ne faut pas perdre de vue ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la reconnaissance des diplômes à l'étranger. J'ai eu plusieurs dossiers et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce contexte-là pour vraiment agir et permettre aux gens qui arrivent en Ontario de faire ce qu'ils doivent faire pour être des citoyens, des citoyennes qui contribuent à la mesure de leur talent. Entre autres, ça peut remédier la pénurie d'enseignants dans le monde francophone dont on a bien besoin. Merci. Comme le nombre d'immigrants est une question fédérale, le gouvernement de l'Ontario est le mieux placé pour faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il mette davantage l'accent sur le français au niveau des demandes d'immigration. Compte tenu de cela, le meilleur objectif suivant doit être de convaincre les francophones qui ont passé le processus d'immigration de faire de l'Ontario leur foyer permanent. Si nous voulons faire en sorte que la population immigrante francophone de l'Ontario soit plus importante, nous devrions mettre l'accent sur l'Ontario par rapport aux autres provinces. J'aimerais que le seuil de 5 % soit respecté chaque année et j'aimerais le voir d'ici la fin de 2019. Nous pouvons le faire en veillant à ce que les services soient facilement accessibles et bien financés. L'Ontario a l'une des communautés francophones les plus dynamiques au monde et dispose d'un financement pour les arts et la culture pouvant démontrer ce dynamisme qui nous permettrait d'attirer des gens qui déménagent au Canada. L'Ontario devrait investir dans la création d'une université francophone et mettre en valeur cette université pour compléter les collèges francophones existants. Le gouvernement devrait mieux défendre les besoins francophones afin que les gens réussissent le processus d'immigration et se sentent bienvenus en Ontario. Merci. Beaucoup d'Ottaviennes vivent des défis par rapport à l'accès à des services en français, surtout des services de santé en français, surtout puisque l'hôpital Montfort n'est pas réseauté avec les autres hôpitaux d'Ottawa. Comment allez-vous améliorer la collaboration entre Montfort et les autres hôpitaux de la région pour assurer un meilleur service pour les francophones? Ça commence ici? D'accord, merci. La loi sur les services en français est maintenant plus de 30 ans et le commissaire aux services en français a demandé une révision et une modernisation. Un appel que le gouvernement Wynne a complètement ignoré. De nombreux fournisseurs de soins de santé tiers, y compris notre réseau local d'intégration des services de santé, ont été autorisés à faire étalage de la loi sur les services en français par le gouvernement Wynne. Le NPD ferait en sorte que tous les services du réseau local d'intégration des services de santé soient conformes à la loi sur les services en français. Nous comprenons que tous les services, des soins à domicile aux services de soutien communautaire et des soins de longue durée, aux programmes de santé mentale, en passant par les services de lutte contre les dépendances. Tout doit être accessible en français. En 2014, le gouvernement Wynne a ignoré la loi sur les services en français et a fermé l'hôpital Penetanguishene, malgré le fait qu'il a été protégé par la loi. Ce mépris flagrant des lois visant à protéger la population franco-ontarienne, de même que la fermeture de l'école secondaire Rideau et le contournement de toute cette zone par le nouveau transport en commun, commence à montrer que le gouvernement Wynne n'a pas à cœur les meilleurs intérêts de la communauté.
Les 12 dernières années de sous-financement de notre système de santé exposent les communautés francophones à un risque et le NPD entend augmenter le financement des hôpitaux de 5,3% par année, ce qui évitera le licenciement du personnel et permettra l'accès aux soins de santé dans chaque communauté en Ontario. Merci. Alors, je vais commencer peut-être en ajoutant un petit correctif là, sur la loi sur les services en français. On va y revenir plus tard peut-être. Mais la loi sur les services en français a déjà, le processus de désignation a déjà été amélioré au cours des dernières années. Et en plus de ça, des consultations ont déjà commencé pour la réforme de la loi qui est annoncée dans la plateforme francophone du gouvernement libéral. Alors, on n'a pas ignoré là, le fait que la loi a 30 ans et que donc elle devrait être modifiée, mais vraiment, ça prend des consultations avec différents intervenants avant de changer cette loi-là. On va y revenir tantôt. En termes de financement des hôpitaux, je dois avouer que l'hôpital Montfort va recevoir un financement additionnel de près de 4 millions de dollars cette année plutôt que l'année dernière. Et avec l'hôpital Montfort, on a été capable vraiment de cristalliser sa fonction académique, qui est très importante pour la communauté francophone. S'assurer qu'on continue d'avoir une formation de tous les intervenants en français qui se fasse en santé et en français. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre blanc de Lafaux sur les services en français, sur l'accès des services en français. Je pense qu'on continue de viser un accès uniforme et un accès sans embûche. Je me suis cassé le pied quelques jours après avoir été nommée ministre et donc j'ai dû aller à l'hôpital d'Ottawa et j'ai vu que déjà quand même on avait fait beaucoup d'efforts. Moi, j'ai été servie en français du début à la fin. Alors, je pense que l'intégration des services va probablement demander des investissements additionnels, va demander d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le réseau de la santé, mais certainement les investissements qui ont été annoncés, qui continuent d'être annoncés sur la santé en Ontario et à Ottawa particulièrement, je pense doivent être notés. Alors, c'est certainement un engagement que de vouloir s'assurer que tous et toutes ont accès à des services en santé. Moi, ce que j'aime beaucoup de la vision libérale, c'est de voir les services en santé de façon, je dirais, globale. Alors, on parle des soins à domicile, on parle des soins dentaires, on va parler de la santé mentale, on va parler évidemment d'avoir accès à une infirmière praticienne, d'avoir accès à de la thérapie cognitive, alors du service de psychologue. Alors, ce mouvement de passer de l'hôpital à un régime où c'est plutôt des centres de santé interdisciplinaires, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup et je pense que c'est l'avenir de la médecine. Le mouvement #moi aussi a amené une hausse des demandes d'aide et d'accompagnement de la part des femmes francophones victimes d'agressions sexuelles. Malgré leur démarche pour dénoncer, la plupart d'entre elles n'ont pas reçu un service en français de la part des services d'urgence, soit le service de police et l'hôpital d'Ottawa. Qu'allez-vous faire pour que les services provinciaux améliorent leur offre active de services en français pour les femmes francophones victimes d'agressions sexuelles? C'est moi qui commence. Bien, pour commencer, moi, je suis très fière du financement et de la vision que le gouvernement Wynne a eu pour contrer la violence contre les femmes. Je pense que ça a été le gouvernement qui en a fait le plus pour arrêter et puis résorber la violence contre les femmes. On n'a pas fini de travailler sur ce dossier. Moi, j'étais très, très fière de travailler, entre autres, sur la lutte contre le trafic humain. Et donc, ce sont des enjeux qui continuent de préoccuper le gouvernement. Il y a une enveloppe récente qui vient d'être mise sur la table pour aider une hausse de 35% du financement pour les CALAX, pour les centres d'aide. Ça ne veut pas dire que tous les CALAX vont avoir 35% de hausse, mais moi, vous pouvez être sûr que je vais m'assurer que les CALAX francophones ont leur juste part dans ce financement additionnel. C'est absolument important de continuer de voir tous les investissements qui ont été faits et la perspective de dire ce n'est jamais approprié
s'engager dans une violence contre les femmes. C'est une violence contre les femmes qui nous coûte à tous et à toutes. Parce que la violence contre les femmes empêche les femmes de vraiment participer et de donner leur plein potentiel. Alors, il y a des raisons certainement d'égalité, donc des raisons juridiques, il y a des raisons morales pour contrer la violence contre les femmes, mais il y a aussi des raisons économiques. Ça nous coûte cher de ne pas le faire. Et moi, je veux continuer de travailler, évidemment, avec la communauté pour trouver de nouvelles solutions aussi. Je pense qu'on est à l'heure de l'innovation dans ces secteurs-là. Et je sais que beaucoup d'idées circulent au sein des groupes féministes, au sein des groupes communautaires, pour vraiment rejoindre toutes les femmes qui ont besoin d'être aidées. Alors, on continue d'annoncer, évidemment, du financement de plus de lits pour que les femmes puissent avoir accès à un meilleur encadrement. L'autre chose, et je vais terminer là-dessus, c'est simplement sur une autre innovation qui m'apparaît fabuleuse, encore une fois reliée au logement, c'est ce qu'on appelle la possibilité d'avoir un financement portable où on part avec une enveloppe pour pouvoir entrer n'importe où dans le marché locatif. On l'a étendu aux femmes victimes de violences, ça a bien marché, et on veut l'étendre à d'autres personnes. Ça a l'avantage de laisser la citoyenne décider où elle veut vivre et de faire les choix qu'elle seule sait ceux qui sont les plus appropriés pour sa propre vie. Alors que le mouvement « Moi aussi » est choquant pour de nombreux hommes, les femmes et les personnes trans savent que cet abus n'est pas nouveau. La misogynie a toujours existé dans tous les secteurs de notre société. Et ceux qui ont essayé de s'exprimer étaient trop souvent ignorés et réduits au silence par ceux qui les entouraient. Ce statu quo inacceptable commence enfin à s'affaisser. Cela étant dit, il y a encore beaucoup d'individus dans notre société qui veulent que ceux qui en souffrent d'abus gardent le silence, veulent revenir au moment de douter et d'atténuer les expériences de ceux qui ont subi des abus et du harcèlement. Tant mon parti que moi sommes fièrement opposés à cela. Au NPD, nous croyons les survivants. Il y a tellement d'obstacles qui empêchent les gens d'obtenir justice pour les abus sexuels qu'ils ont vécus et nous devons y remédier. Personne ne devrait être exclu de la justice en raison de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de sa langue ou de tout autre facteur. Un gouvernement néo-démocrate fera l'application des lois contre la violence sexiste une priorité. Lorsque les victimes d'agressions sexuelles et d'autres formes de violence sexiste signalent ces crimes, nous demandons à la police d'enquêter sur ces crimes. Nous lutterons contre la violence sexiste et veillerons à ce que les victimes de violences conjugales ou sexuelles soient écoutées, crues et soutenues. Nous travaillerons pour prévenir la violence par l'éducation, la formation et les programmes pour changer les comportements des agresseurs. Cela inclura l'accès à des programmes fondés sur des preuves, ordonnés par des tribunaux et volontaires, pour changer les comportements de ceux qui utilisent la violence en fonction du niveau de risque et de l'utilisation d'une approche pan-gouvernementale pour mettre fin à la violence sexiste sur les campus, sur les lieux de travail et dans la communauté par l'éducation, la prévention et la formation. Il est profondément troublant que les femmes francophones éprouvent des difficultés à accéder aux services liés à la santé et à la justice. Le NPD est déterminé à faire en sorte que tous les services gouvernementaux soient disponibles en français. Entrer dans un poste de police ou dans une salle d'urgence pour dénoncer un cas d'agression sexuelle est assez éprouvant pour les nerfs, sans avoir à s'inquiéter en plus du fait que le service vous sera refusé tout simplement en raison de la langue que vous parlez. Un gouvernement néo-démocrate verra à ce que les survivants aient accès à la justice, peu importe la langue qu'ils parlent. Merci. La prochaine question est très simple. Quelle est votre position quant à l'Université de l'Ontario français? Quelles ressources planifiez-vous mettre dans ce projet? Ça commence ici? D'accord. Le NPD s'engage à ouvrir l'université franco-ontarienne dont le besoin se fait toujours sentir.
Les néo-démocrates ont mené une lutte pour la création d'une université provinciale où les étudiants peuvent obtenir un diplôme en français et cette élection, nous achèverons ce combat. Les libéraux ont eu 15 ans pour y arriver et ils ont échoué. Pendant ce temps, les conservateurs n'ont pas de politique claire en matière d'éducation, sans parler de l'ouverture d'une université francophone. Et la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir, les universités ont perdu 25% de leur financement. Un gouvernement néo-démocrate est le seul à faire de l'ouverture de cette université une priorité et qui l'amènera à bien. La communauté francophone a attendu assez longtemps. En tant qu'étudiante à l'Université d'Ottawa, j'ai observé de façon directe que les étudiants francophones ont un accès inégal aux services et aux activités parascolaires par rapport à leurs camarades de classe anglophones. Même dans une université officiellement bilingue, les francophones ne sont pas en mesure d'obtenir la qualité d'éducation qu'ils méritent. Les étudiants francophones ont besoin d'une université où les activités scolaires et parascolaires seront principalement dans la langue de leur choix. Est-ce que c'est la fin? Ah non. Personnellement, je pense qu'Ottawa-Vanier serait un bon endroit pour une université francophone. Même si, bien sûr, le lieu sera déterminé en fonction de critères impartiaux. Mais avec la riche culture franco-ontarienne présente dans notre circonscription, je pense que la région d'Ottawa, et même Vanier en particulier, a de bonnes chances de devenir la maison de cette université historiquement importante. Merci. Alors, l'Université de l'Ontario français est une réalité. La loi a été passée et le conseil d'administration a été nommé et ils ont un échéancier d'ouvrir leurs portes en septembre 2020. Ils ont un budget déjà de 20 millions de dollars pour commencer à faire leur planification. L'enveloppe proposée était d'aller jusqu'à 80 millions de dollars. On va voir. Mais la question, c'est quelles ressources contribuerez-vous à l'Université de l'Ontario français? Ma réponse, c'est les ressources qu'il faudra. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement quels sont les besoins, quel est le modèle qu'ils veulent utiliser. Et c'est exactement ce qui se fait maintenant sous la tutelle et sous la direction de la docteure Adam. Donc, je pense qu'on est déjà là. L'université est un fait accompli. On continue d'y travailler. Il doit être mis de l'avant de façon adéquate. Et puis, c'est un projet excitant. C'est un projet excitant pour la francophonie partout en Ontario. On sait qu'on a eu l'occasion, et moi j'ai eu l'occasion un peu de voir comment est-ce que plusieurs des universités qui existent déjà, l'Université d'Ottawa que je connais bien, l'Université Laurentienne, vont également contribuer, et l'Université Saint-Paul vont également contribuer à certains aspects de l'Université de l'Ontario français. Alors on veut en faire une institution phare, une institution dont on va être très fiers comme francophone, mais aussi qui peut innover dans plusieurs modèles de livraison de services. Donc, c'est une bonne nouvelle, finalement, qu'on célèbre d'avoir finalement passé la loi, nommé le conseil d'administration et d'aller de l'avant pour une université qui ouvre ses portes en septembre 2020. Le financement provincial destiné aux universités et aux collèges est gelé depuis plus d'une décennie. Ce gel a eu un effet négatif sur l'offre de programmes et de cours en français au sein du réseau des collèges francophones et des universités bilingues. Outre la création de l'Université de l'Ontario français, quelles actions entreprendrez-vous pour améliorer l'accès des étudiants et étudiantes à des programmes postsecondaires en français? Là, c'est moi qui commence. Alors, on a déjà revu avec un peu avec l'aide de l'Université d'Ottawa qui évidemment fait partie de la circonscription. Alors, on a eu l'occasion de revoir l'enveloppe du financement. Il y a un financement accru pour l'enveloppe francophone, mais c'est un financement qui n'est pas suffisant pour vraiment répondre à combien ça coûte d'offrir des cours en français.
Alors déjà, les pourparlers sont entrepris. Il y avait déjà un certain investissement pour créer des programmes aussi d'appoint, entre autres pour remédier à la pénurie d'enseignants de langue française. Alors, c'est un peu comme ça, je pense qu'on va y arriver. Moi, je veux parler beaucoup des investissements qu'on a faits pour la Cité et pour l'Université d'Ottawa, des investissements que je connais bien, parce que ça a été des investissements qui visaient à leur donner les outils pour vraiment innover. Alors, la Cité, vous l'avez vu, est un campus extraordinaire et fabuleux, et on a investi là, pour créer un nouveau carrefour où les employeurs vont venir créer avec les étudiants des nouveaux produits. J'ai aussi eu l'occasion de voir combien la recherche qui est financée par l'Ontario, à la Cité, à l'Université d'Ottawa, est une recherche de pointe qui aide l'économie ontarienne à être une économie qui vise l'amélioration des services, mais aussi qui est une économie de nouvelles technologies. On a inventé ici à la Cité un nouveau type de maïs qui va permettre au maïs d'être facilement accessible par les gens, entre autres, qui ont des allergies. Alors, toutes sortes de choses innovatrices qui se passent dans Ottawa-Vanier. On veut continuer, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de s'assurer que la francophonie fait partie de tous les grands défis de l'Ontario. On doit être dans la technologie, on doit être dans la réconciliation, on doit être dans l'innovation au niveau des produits agroalimentaires et on doit être évidemment dans la promotion d'un Ontario francophone, un Ontario fort et un Ontario qui est capable de continuer d'être prospère. Merci. Donc, je vais vous demander un peu de patience avec cette réponse, car là, je commence à faire la traduction en direct. En tant qu'étudiant au postsecondaire, le financement est une problématique qui est proche de mon cœur. En Ontario, le système éducatif a été négligé depuis plus d'une décennie, à partir du gouvernement Harris, en passant par le gouvernement Martin fédéral. En ce moment, le financement de l'université est d'une importance critique pour notre économie. Nous vivons dans un monde qui a de plus en plus de besoins d'experts dans tous les domaines. Et afin d'être compétitifs dans le marché global, nous avons besoin d'attirer les meilleurs et les plus brillants de partout du monde pour revenir ici en Ontario. Si les Franco-Ontariois ne peuvent pas recevoir une éducation de qualité dans la langue de leur choix, ils vont chercher ailleurs et notre province en souffrira. Les universités ont besoin de financement stable afin qu'ils puissent fournir le standard d'éducation dont les Ontariens ont réellement droit. Les libéraux nous ont gardés gelés dans un état désavantagé depuis 15 ans et n'ont jamais réinvesti l'argent qui a été coupé par le gouvernement Harris. Sur cet enjeu, le NPD s'exprime le mieux. Sous le gouvernement de Catherine Wynne, l'état de financement postsecondaire est mauvais. Sous Ford, ce sera pire. Et seulement le NPD dégèlera l'argent qui a été gelé et finalement nous sortira des dommages qui ont été engendrés par les conservateurs et par le négligement du problème. Nous allons embaucher plus de professeurs permanents afin que les étudiants aient des enseignants dédiés et qui sont payés adéquatement. Nous allons aussi tourner tous les prêts en bourse et c'est clair que le NPD est le seul parti capable de régler ce problème. Merci. Alors, dernière question.
Êtes-vous favorable à ce que l'Ontario devienne une province officiellement bilingue? Vous l'êtes, apparemment. Si oui, quelles actions poserez-vous pour faire de ce projet de société une réalité? Ça commence ici. D'accord. Alors, la réponse est oui. Le NPD d'Ontario prendra les premiers pas pour commencer ce processus en mettant à jour la loi sur les services francophones, ce qui aidera les communautés franco-ontariennes et les arts de s'épanouir. Nous nous concentrerons à assurer que les communautés comme Oshawa, qui se battent pour une distinction francophone, seront capables de l'obtenir et que toutes les communautés qui se battent contre le gouvernement Wynne seront reconnues, qu'ils soient reconnus comme des communautés francophones. Et alors, la partie anglophone de la province comprendra à quel point cela est important. Je suis dévouée à me battre pour les besoins des gens de Ottawa-Vanier, ce qui comprend la communauté franco-ontarienne. Merci. Bien, ça me fait plaisir d'entendre ça de la part du Parti néo-démocrate. Ce n'est pas dans leur plateforme. Dans la plateforme du Parti néo-démocrate, la seule chose qu'il y a sur la francophonie, c'est l'engagement envers l'Université de l'Ontario français. Il n'y a rien d'autre. Alors, d'une certaine façon, on sent à l'occasion qu'on est un peu une pensée de dernière minute pour ajouter des choses. Alors, moi, ça m'a fait de la peine de voir que dans une plateforme aussi détaillée, il y avait vraiment très peu de choses pour les francophones. Sur la question, certainement, ce n'est pas exclu d'avoir un Ontario officiellement bilingue. Au contraire, ce qui est intéressant et ce qui est fascinant, c'est de voir comment c'est important de se donner les outils pour y arriver, pour que ça soit une réalité, que ça ne soit pas seulement un geste symbolique. Et pour ça, voici ce que le gouvernement libéral a fait et va continuer de faire. On a doublé le soutien aux organismes communautaires francophones. Le programme, le PAFO, le programme pour la francophonie ontarienne, est doublé. Il va devenir permanent. Ce que ça permet, c'est d'avoir une francophonie qui se donne des institutions et qui continue d'agir. Ce n'est pas une francophonie de papier, c'est une francophonie qui est réelle, qui doit continuer à innover, continuellement se changer. Alors, on va donner des sous et des argents aux communautés qui en ont besoin pour s'affirmer un peu partout en Ontario. Vous le savez, on a fait d'énormes investissements dans les arts et la culture depuis plusieurs années. Moi, je suis très fière qu'à Ottawa-Vanier, on ait beaucoup d'artistes qui vivent dans le quartier Vanier et qui veulent continuer de bénéficier des subventions qui leur ont été données au cours des dernières années. La nouvelle scène, la place des arts à Sudbury, ce sont de très beaux exemples du soutien qu'un gouvernement libéral a fait pour la francophonie, pour lui donner les outils de continuer d'être là. Évidemment, le grand absent ce soir, c'est le représentant du Parti conservateur et on sait que leur implication dans la francophonie nous a coûté cher. Alors, les mots que je veux vous dire, c'est que ce sont eux qui avaient menacé de fermer l'hôpital Montfort et de mettre vraiment tous les services en français de second ordre. On ne peut pas se permettre ça une deuxième fois. Et donc, c'est important de bien voter, de penser stratégiquement comment on veut résister à Doug Ford dans Ottawa-Vanier. Alors, je veux simplement vous dire comment beaucoup d'investissements, puis une dernière chose, juste un autre projet intéressant dans la circonscription, c'était ce qui s'est passé au Palais de justice d'Ottawa. Le gouvernement de Kathleen Wynne a donné du financement pour vraiment démontrer l'offre active. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air dans un palais de justice, l'offre active, de façon démontrée et démontrable? Et on a réalisé que ça allait très bien et on veut l'étendre un peu partout en province. Alors, c'est bien de savoir que Ottawa encore est un chef de file dans la défense de la francophonie.
C'est tout pour nos questions. Je vais maintenant donner à chaque candidate l'occasion de vous dire quelques mots en conclusion. 3 minutes chacune. Encore? OK. D'accord. Alors, j'aimerais remercier mes collègues des autres partis, enfin, de l'autre parti, qui est présente. Le NPD a une longue histoire en matière de défense des communautés minoritaires, notamment des femmes voulant un avortement dans les années 1960 aux droits LGBTQ, entre la protection des droits des travailleurs et la bataille pour l'assurance santé universelle. Lyra a l'intention de transporter son intérêt pour la défense des marginalisés à Queen's Park et s'assurer que Toronto reconnaisse que les gens d'Ottawa-Vanier ont des besoins uniques et que de bonnes solutions à Toronto ne sont peut-être pas les bonnes ici. Lyra ne parle pas français, mais cela ne l'empêchera pas de représenter l'ensemble des citoyens. Elle s'est engagée à apprendre le français parce que le pouvoir parler à l'ensemble des électeurs est d'une importance fondamentale pour elle. Le NPD est l'unique parti qui veut définir les soins de santé, inclure les soins dentaires et tous les médicaments qui sont nécessaires et que les garderies doivent être abordables, que les aînés méritent des temps d'attente plus courts pour l'accès aux soins de longue durée et que ceux qui veulent rester chez eux aient accès aux soins à domicile. Lyra croit que tous en Ontario méritent une chance de réussir, qu'il faut prendre soin de ceux qui ont besoin de notre appui et que le changement arrive en Ontario et à Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour Lyra après la présentation, je pourrais traduire pour vous si vous voulez les poser en français. Sinon, vous pouvez interagir directement en anglais. Et merci beaucoup. Alors moi aussi, je veux commencer par remercier les organisateurs et M. Marcoux d'être ici ce soir et vous tous d'être ici un vendredi soir. Je veux terminer sur quelques notes sur l'avenir de l'Ontario et comment c'est important de prendre cette élection-ci au sérieux comme francophone. On sait que qu'un gouvernement qui serait mené par les conservateurs serait désastreux pour la francophonie. Et donc, je vous invite à réfléchir à cette possibilité qui continue d'exister. Le gouvernement libéral dans lequel je me suis jointe il y a 18 mois a fait beaucoup pour cette francophonie. Moi, je suis très fière d'avoir nommé le tant de projets qu'on a réussi. Et ça, c'est simplement les projets que je connais au cours des derniers 18 mois sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est très important de ne pas abandonner l'idée que c'est le gouvernement libéral qui a continué de présenter des excuses sur le règlement 17, qui a reconnu, qui a mis un monument à la francophonie, qui a déclaré notre chanson nationale maintenant et qui nous a donné beaucoup d'instruments. J'étais très fière aussi sur le dossier d'Ottawa-Ville bilingue, où lorsque je suis arrivée, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je n'ai pas eu de résistance. J'ai beaucoup de collègues au sein du caucus libéral qui comprennent bien la francophonie. Il y en a beaucoup qui parlent français, qui comprennent bien l'importance de cette francophonie. La première ministre dit toujours, un Ontario fort a besoin d'une francophonie forte, et c'est un sentiment que je partage. Je veux aussi parler du fait que souvent, évidemment, c'est normal dans une campagne électorale, tout le monde, et c'est l'occasion de bien définir les axes qui définissent les partis. Moi, il y a des choses que j'aime dans la plateforme néo-démocrate, mais il y a des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas leur programme médicaments où seulement 215 médicaments sont couverts. Moi, ça m'inquiète. Comme juriste, j'ai peur que ça cause de la discrimination contre les personnes qui ont des maladies peu communes et qui donc n'auront pas accès aux médicaments gratuits. Alors, ça va assez bien en Ontario. On a une économie florissante. Il y a encore du travail à faire, mais on a le taux de chômage le plus bas en 20 ans. À Ottawa, c'est le taux de chômage le plus bas en 30 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas besoin d'aide et je pense qu'on veut continuer à investir davantage sur les soins dont les gens ont besoin.
Je vous encourage à lire le budget 2018. C'est la vision pour un Ontario fort, un Ontario qui va être innovateur, qui répond bien aux changements dans l'économie. Entre autres, le fait que de plus en plus d'emplois n'auront pas de bénéfices. Et le gouvernement s'annonce en disant, lorsque vous n'aurez pas de bénéfices, nous serons là pour vous aider. Moi, je pense que c'est une avancée très impressionnante et que je soutiens beaucoup. L'autre chose que je peux vous dire, c'est un autre cheval de bataille. Je veux vraiment qu'on ait accès à des pensions qui puissent être transférables lorsque les gens n'ont comme ça pas d'emploi à long terme. Et si je le dis particulièrement pour les jeunes dans la place, ça, c'est mon prochain cheval de bataille, en plus de l'accès au logement. Alors, je vous remercie aussi beaucoup tout le monde d'être ici ce soir. J'aimerais pouvoir continuer de bien vous représenter. Je suis une voix forte à Queen's Park et je veux continuer de le faire pour Ottawa-Vanier. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux candidates. Merci d'avoir respecté les règles, peut-être presque trop. Et on aurait aimé ça vous entendre plus, mais par souci d'équité, je me devais de quand même limiter vos interventions. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé à vous faire une idée. Sinon, il y a toujours un outil. Si vous allez faire un tour sur la page web de Radio-Canada, il y a un truc qui s'appelle la boussole électorale qu'on met en place à chaque fois qu'il y a une élection. C'est un outil particulièrement utile. Vous allez répondre à toutes sortes de questions et ça vous place sur l'échiquier politique. Ça ne vous dit pas pour qui voter, mais ça vous dit avec quel parti vous avez le plus d'atomes crochus. Et plus vous êtes à l'utiliser, cette boussole-là, plus elle est utile. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Merci à vous. Merci aux candidats. Je m'appelle Philippe Marcoux. On se retrouve lundi, 5h30, 90,7. Merci beaucoup. Au revoir.